Avant votre épisode, on aimerait prendre une minute pour vous parler de ce qu'on peut faire pour vous. En plus de faire des podcasts, l'Académie de la qualité efficace est avant tout une entreprise de conseil en qualité système et opérationnelle. Si vous aimez nos podcasts, vous allez adorer nos interventions. Tous les détails sont sur notre site web. Ce sont exclusivement nos interventions qui nous permettent de faire ces podcasts, alors n'hésitez pas à parler de nous pour répondre à des problématiques sur vos sites, si vous avez besoin d'un renfort en ressources qualité, ou tout simplement à partager les épisodes qui vous ont marqué. Ça nous aide vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour l'instant publicité, et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 56 de la Pause Café, le podcast de l'Académie de la qualité efficace, présenté par nous-mêmes. Eh ouais, nous-mêmes. Alors, comment vas-tu Arnaud aujourd'hui ? Ah, écoute, ça va très bien. Un peu froidement, hein. Tu vois, je me suis un peu équipé. Ouais, Il commence à faire froid, mais sinon ça va très bien. On est de retour d'une petite session de travail fructueuse ensemble. Fort intéressant, ouais, carrément. C'était Ça, extrêmement intéressant. C'était pas mal. Et aujourd'hui, donc on se retrouve. Est-ce qu'on en parle de ce qu'on a sur ce qu'on a fait chier ou pas encore ? Bah, on a travaillé beaucoup sur les ROI de nos interventions, hein, on peut le dire. Voilà. Évaluer les ROI de nos interventions et on se rend compte que c'est vachement intéressant en fait. Hein. On n'en dira pas plus, mais c'est vachement intéressant et très utile aussi pour nos chers clients qualiticiens qui ont des fois du mal à aller défendre le fait de payer une intervention de ce type-là, quoi. Donc, si vous avez des soucis pour financer vos interventions et pour justifier vos interventions, contactez-nous. On a plein de petits outils qu'on a développés qui sont super sympas. Exactement. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler biais cognitifs. Donc c'est un peu la suite de l'épisode qu'on a fait la fois dernière sur la prise de décision. Donc la semaine dernière, on a parlé de la prise de décision on a présenté quelques outils intéressants pour aider la prise de décision. Donc c'est très utile. Et finalement, c'est ce que je me disais en y réfléchissant un peu après, c'est que en fait, ces outils-là, quand on n'a pas de mal à prendre la décision, on les utilise pas. Tu te poses pas vraiment la question, tu prends. C'est juste quand tu es en difficulté, c'est là où tu peux te dire je vais sortir, j'ai quelque chose, je vais sortir mon petit truc et on va se poser 2 minutes, quoi. Exactement. Et donc, oui, c'est sûr que quand t'as pas de mal à prendre la décision, tu réfléchis pas 1000 ans, quoi, et tu n'utilises pas forcément tous ces outils. Donc non, c'est clair. Faut pas les utiliser systématiquement, mais par contre, c'est super bien de les avoir quand on a un souci. Alors, les biais cognitifs, donc là, eux, ils vont influencer pour articuler un peu avec l'épisode de la semaine dernière. Donc, c'est lorsqu'on va décrire finalement notre décision et surtout lorsqu'on va essayer de trouver les risques et les arguments en faveur d'un ou d'un autre chemin. Eh bien, c'est là que tous les biais cognitifs vont nous tomber dessus. Donc on aimerait que les décisions qu'on ait, elles soient basées sur la logique, l'expérience ou les faits, mais en fait, pas du tout. Ouais, non mais c'est ça. Alors moi les biais cognitifs, c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant. Un sujet qu'on aborde depuis un moment, hein, à l'Académie de la qualité efficace. J'avais fait une conférence en 2019 sur ce thème-là. Il y a quelques vidéos qui traînent sur notre chaîne YouTube. Je pense qu'il y a quand même un premier élément à mettre et à dire qui est important, c'est que c'est pas parce qu'on connaît les biais cognitifs qu'on va les éviter forcément. Par contre, de savoir qu'il y a ces biais cognitifs qui rentrent en jeu, ça permet aussi de s'auto-challenger aussi sur certaines prises de décision, voire de se challenger les uns les autres. Donc, c'est bien. Il y a énormément de biais cognitifs. Ça, on va pas tous les décrire. On en a identifié un certain nombre qui nous paraissent les plus importants dans la prise de décision en tant que qualiticien dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, pour s'en rappeler aussi,
on a aussi un peu réfléchi à des mantras en face en disant hey, attention, là, tac, t'es dans ce biais cognitif. Ça va être des petits trucs qui peuvent être assez à la fois marrants et utiles au quotidien pour rappeler ces biais cognitifs à nous quand on est face à une décision. Pour se sortir un petit peu de la stupeur. Ouais, non, mais c'est super important ce que tu dis, le fait qu'en fait, on n'arrivera jamais à ne pas être... non, mais c'est vrai, c'est important ça. On n'arrivera jamais à ne pas être en prise avec ces biais cognitifs. On peut pas les enlever. Par contre, effectivement, les reconnaître, mais surtout après, quand tu as tout le monde qui les connaît dans ton organisation, c'est ça. Et ben, ça fait une espèce de vigilance collective face à leurs effets. Et en fait, ensemble, on peut arriver à prendre de meilleures décisions lorsque tout le monde est au courant de que ces billets traînent, quoi. Exactement. Mais pour ça, en fait, il faut faut s'y intéresser. Et c'est là où c'est... faut s'y intéresser, faut lire un petit peu sur le sujet, faut communiquer, ou alors faut se payer une formation avec des consultants dessus. Ouais. Mais après le truc c'est que tu les inventes pas. C'est pas facile si tu t'intéresses si tu t'intéresses pas au sujet, c'est pas facile de les reconnaître finalement. Non, complètement. Et même quand tu t'intéresses au sujet, c'est là où ce que tu dis c'est important, c'est quand en fait tout le monde s'intéresse au sujet dans ton organisation, ça permet de faire ce socle commun de vigilance parce que même si tu es tout seul à t'y intéresser, et moi le premier, hein, en fait, si tu t'y intéresses pas tous les jours, 6 mois après, tu t'y penses plus et voilà, tu te fais avoir, quoi. Donc les biais cognitifs, c'est un peu des raccourcis mentaux qui vont permettre à ton cerveau, qui est plutôt fainéant, de prendre une décision plus rapidement. Alors c'est souvent très utile. En fait, d'après les bouquins, en tout cas quand tu les lis, ils disent que c'était des trucs qui servaient il y a des milliers d'années lorsque on était dans la nature, quoi. Et que maintenant, finalement, ils ont beaucoup moins d'utilité quand on est face à un ordi, une déviation. Alors, donc là, je sais pas, tu veux qu'on commence à les lister, en parler ou... Ouais, on peut parler, on peut s'arrêter peut-être que sur ce qu'on a retenu. Après, on verra combien de temps il nous reste, et on peut commencer avec le premier biais cognitif, qui a un biais qui est bien connu, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est en gros, c'est la capacité ou la propension des personnes à chercher les données qui vont confirmer leurs croyances plutôt que de ne pas regarder les données qui vont à l'encontre de leurs croyances. Et en gros, c'est souvent, tiens, exemple simple, hein, une investigation de déviation, la cause elle est évidente, et en fait on va chercher les données qui vont montrer que la cause évidente qu'on avait identifiée est bien cette cause-là. Et on regarde même pas les données qui pourraient montrer que c'est autre chose et que c'est pas celle-là, quoi. Ouais, on décrédibilise les données qui nous donneraient faux, quoi. Ouais, exactement. Et le biais de confirmation, en exemple hors prod, hein, c'est un peu la base de toutes les théories du complot aussi, en fait. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, quoi. Hein. Donc ce biais-là, il est très présent dans le quotidien. Moi, je le rencontre souvent. Et même nous, on tombe dedans, hein, des fois. Bah oui, franchement, tu tombes souvent dedans. Hein. Tu vois un petit truc qui pourrait te faire douter, mais tu dis non, mais c'est bon, c'est sûr, c'est pas ça. Tu fais une analyse des données, tu sors un truc, tu fais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Attends, je vais regarder d'une autre manière les données pour que ça réponde à ce que j'attendais. Non mais voilà, avec l'analyse de risque, tu peux faire ça aussi souvent. Attends, je vais changer un peu les chiffres pour voir. Je vais mettre 2 au lieu de 3, ça donne quoi? Ah ouais, c'est mieux. Ça, c'est pas très risqué en vrai. Ce que je pensais. Non, en fait, la idée, ouais. Donc voilà, premier biais premier biais cognitif, le biais de confirmation. Moi, je l'aime bien, celui-là, parce que vraiment, assez évident à identifier dans le quotidien, quoi. Mais l'air de rien, c'est pas facile, parce que c'est pas facile de s'en libérer quand même, hein. Parce que tout le monde, t'as toujours quand même l'impression que ce que tu dois quand même trouver une solution, t'es contraint par le temps,
et finalement tu te dis bon allez, on y va quoi. Et finalement c'est pas facile de te dire oui, en fait non, j'ai mal j'ai mal interprété quoi. Bah ouais, d'où encore ce qu'on disait tout à l'heure, la vigilance collective et le fait que bah peut-être que quand tu fais ton effet miroir sur un truc, ton collègue il peut te sortir notre beau mantra pour te rappeler au bon souvenir du biais de confirmation. Donc le mantra qu'on a posé, c'est regarde les données pour ce qu'elles sont, pas pour ce que tu veux qu'elles soient. Mm. Et ça veut pas forcément dire, enfin tu vois, ça va juste faire un petit déclic dans le cerveau, dire ah attention. Voilà. Ouais, je suis en face de ce biais cognitif. Faire gaffe quoi. Alors ensuite, on a un autre biais cognitif que toi t'aimes beaucoup. C'est le biais de négativité et de disponibilité. Et celui-là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on l'entend souvent sur les sites pharma. Ouais. Donc ce biais-là, c'est le fait de tirer, on va dire, retenir un événement unique et isolé qui s'est mal passé, donc qui est assez rare, on va dire, et de surestimer en fait cet événement et d'en tirer une règle générale, quoi. Ça s'est mal passé une fois, donc ça se passe mal tous les fois. Tu sais, celui-là, il est assez marrant parce que t'as cette vidéo des fois qu'on voit sur les réseaux où t'as un prof de maths qui écrit la table de 9 au tableau et donc et il fait une erreur sur le 9 x 9 et t'as tous les élèves qui disent ah monsieur vous avez fait une erreur sur le 9 x 9 et du coup en fait il explique bah oui en fait vous voyez j'ai écrit 9 fois un bon résultat et une fois un mauvais mais vous retenez que le mauvais. Bon, c'est un peu grossier comme exemple, hein, mais je trouve que c'est intéressant, quoi. Moi, je trouve c'est plutôt sur. C'est quand tu fais des analyses, un peu, quand tu essaies de classer les déviations. Et dès que t'as un truc, ça arrive. Tu fais ça arrive souvent, ça? Ah ouais, ça arrive souvent. Et puis tu regardes après dans le QMS, ça fait juin 2023. Ah oui, bah non. Oui, mais t'as l'impression que c'était hier et tout, que ça s'est passé, que c'était un gros problème qui arrivait parce hier. Que ça t'a marqué. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Ça t'a marqué, mais finalement, en fait, c'était il y a super longtemps et c'est arrivé une fois, quoi. C'est ça. C'est le truc qui s'est mal passé. T'as marqué plus que le truc qui s'est bien passé, que les dizaines de trucs qui se sont bien passés, quoi. Et du coup, tu vas avoir tendance à le retenir et à surévaluer sa fréquence d'apparition. Et c'est vrai que quand on travaille aussi sur les matrices de décision pour les déviations, souvent, on nous sort le cas qui est arrivé une fois il y a 5 ans, mais qui vient un peu dire attention, là, faut qu'on surélève la gravité, blablabla. Donc c'est assez intéressant, quoi. Et quand tu confirmes et quand tu combines le biais de disponibilité et le biais de confirmation, ben, quand tu corriges des dossiers de l'eau, et ben c'est là où ça devient un peu l'enfer. Ouais. Genre ah mais là il y a toujours des erreurs. Ah tu vois là il y a une erreur. Et du coup tu finis par toujours tu finis par toujours tout relire toutes les données, quoi. C'est ces deux trucs là qui te font revenir à toujours tout relire tout. Ouais. Et c'est vrai, hein. Quand tu regardes le collègue qui fait une erreur dans un dossier de l'eau et que tu te dis il s'est trompé sur un document à un endroit puis ça a été vraiment impactant, tu te dis après bah lui il fait toujours des erreurs alors qu'en fait t'en as 200 autres dossiers où il a pas fait d'erreur, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment ça te marque, quoi. Ah voilà, ça te marque vraiment, quoi. Et donc notre petit mantra pour celui-là. Tu tires une leçon éternelle d'un vieux cas isolé. Et on l'a aussi sur les remarques d'inspection, tu sais. Ah ouais, mais là, on a eu une remarque d'inspection un jour là-dessus, puis en fait, tu creuses, la remarque d'inspection, c'était il y a 10 ans. Et puis c'était pas exactement là-dessus. C'était même pas exactement là-dessus. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ce soit même au niveau de la réglementation, comme au niveau des équipes du site, comme au niveau du fonctionnement du site, etc. Et tu fais, bah, ouais, ok. Donc, assez intéressant celui-là aussi. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, donc, après, on va avoir le troisième. Hein. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est le principe de cohérence. Le principe de cohérence, c'est vraiment le truc de fainéant, de base, mais qui est vachement utile dans le quotidien. Le principe de cohérence,
c'est tu vas faire tes courses et en fait t'achètes à chaque fois les mêmes produits parce que bah c'est plus simple pour toi et ça te réduit ta charge cognitive quand tu fais tes courses. Si tu devais rebalayer tout le magasin pour te dire qu'est-ce que j'achète, tiens ça, machin et là, c'est vachement plus fatigant, vachement plus long, etc. Du coup, c'est on fait comme d'habitude. C'est on a toujours fait comme ça. Qui n'a jamais entendu ça sur un site? Ah bah c'est toujours c'est historique. Ah, on a toujours fait comme ça, machin. On l'entend tout le temps celui-là. Donc vraiment intéressant quoi. On préfère avoir tort de la même façon tous les jours qu'avoir raison autrement aujourd'hui. Ouais, exactement. Mais et c'est bah tiens, il y a eu une erreur, on fait une sensibilisation opérateur. Tiens, il y a eu une erreur, on rajoute un contrôle dans le dossier de l'eau. C'est facile. C'est vraiment facile parce que c'est des choses auxquelles on est habitué. On sait comment ça va se passer, donc on sait anticiper la suite. Mais dans la précipitation, on va plus facilement aller vers ça que vers se poser la question et chercher quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, de sortir de sa zone de confort, quoi. Exactement. Et donc notre petit mantra pour celui-là, c'est tu confonds habitude avec résultat. Et résultat, voilà. Donc ça, c'est l'air de rien, c'est pas mal, surtout sur les choix des CAPA ou les trucs comme ça, où te poser vraiment genre, est-ce que ça vraiment, tu penses que ça va vraiment résoudre le problème? C'est là où tu as l'autre outil là, qu'on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, le 10-10-5, qui peut aussi pas mal t'aider à sortir de là. Ouais. Mais si tu prends le 10-10-5 avec un biais de confirmation, ça peut aussi vachement ne pas t'aider, quoi. Ouais, c'est... tu peux tellement tourner le 10-10-5 dans le sens que tu veux, en vrai. Ça a marché, ça marche, donc voilà, ça marche. Voilà. Non, ouais, donc le 10-10-5, rapidement, pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode, c'est se projeter sur ton action, imaginer son efficacité à 10 jours, 10 mois et 5 ans. Et donc, ça va permettre de pouvoir se dire, bah voilà, par exemple, le rappel opérateur, à 10 jours, effectivement, ça va fonctionner. À 10 mois, bah, plus personne s'en souvient. Et puis à 5 ans, on laisse tomber, quoi. Ouais, complètement. Donc, ça permet plusieurs choses. L'air de rien, ça permet de regarder l'efficacité de l'action dans le temps. Mais ça permet aussi parfois de rajouter justement des actions qui vont fonctionner à court terme versus une action qui va être très efficace à long terme, mais pas du tout à court terme. Donc, toi, ça permet aussi d'équilibrer comme ça ton medley d'actions, quoi. Exactement. Alors, on passe au suivant, celui-là je te laisse le présenter parce que tu l'aimes bien celui-là. Genre, est-ce qu'il y en a qu'on déteste là-dedans? Ouais. Celui-là c'est moi qui avais un peu assisté à ce qu'on en parle, c'était le biais des pondérations des probabilités. Donc en fait c'est le fait que on a tendance à surestimer les faibles risques, surtout quand ils sont formulés comme des pertes, et on a tendance à sous-estimer les forts gains quand ils sont formulés comme des gains. Et donc, c'est-à-dire que, par exemple, si je te dis t'as entre 75 et 95% de gagné, tu vas dire, ouais, c'est bien, ouais. Tu vas adhérer, quoi. Et si t'as entre 0,1% de chance ou 1% de chance de mourir, quoi, dire, les deux, c'est pareil, quoi. Alors que finalement, entre 0,1 et 1%, t'as quand même, il y a 10 fois, t'as 100 fois plus, quoi. T'as 10 fois plus, ouais. Ouais. 10 fois plus. Donc c'est vrai que c'est important ce que tu dis, ça parce qu'il y a le biais de pondération des probabilités lié aussi à la notion d'aversion à la perte ou au risque, c'est-à-dire que tu vas c'est présenté sous la forme d'une perte, tu vas avoir tendance à surévaluer un faible pourcentage. Alors que pour un gain, tu auras plutôt tendance à sous-évaluer un fort pourcentage. Et ça, c'est ultra. Enfin, ça, en tout cas, dans l'industrie, c'est ultra. Tu le vois tout le temps, en fait, quand tu vas faire des contrôles stats ou quand tu vas aller regarder des résultats sur sur des lots, tu vois, on te dit, bon, bah voilà, t'as 0,01%. Tu dis, putain, c'est quand même. C'est pas zéro, quoi. Enfin, tu sais, c'est quand même un peu, quoi. Alors que finalement, putain, mais c'est rien, quoi. Mais même pour l'évaluation de la récurrence de tes problèmes, quoi. Dans les déviations, tu sais. Quand on dit ça s'est produit une fois en un an sur un truc que tu fais tous les jours, en pourcentage, ça paraît, c'est vraiment pas grand chose.
Et voilà, ça s'est produit 3 fois sur une activité que tu fais tous les jours, c'est que dalle en vrai. Et pourtant, tout de suite, on dit « Ah, c'est récurrent ». Tu vois? Et ça, c'est quand tu commences à regarder tes grilles de récurrence avec une approche un peu de pourcentage, tu te rends compte que finalement, un truc qui est récurrent, c'est peut-être ça arrivé 3 fois dans le dernier mois, quoi. Et pas sur un an. Sur un truc que tu fais plusieurs fois par jour, franchement, bien évidemment, tu le fais tellement de fois dans l'année que tu as beaucoup plus de chances qu'il y ait une erreur qui arrive. Ça, c'est sûr. Mais quand tu regardes un truc que tu fais tous les mois, tu vas regarder sur une autre période. Après, pour se sortir de là, tu peux aussi, bah voilà, tu peux regarder, tu peux changer, tu peux sortir justement du pourcentage, bah, repasser sur, ça reste sur 100 comprimés, t'en as 1, t'en as 0, t'en as, tu vois, tu repasses sur des trucs tangibles, quoi, parce que des petits pourcentages, pareil, t'as tendance à, parce que entre 0,01 et 0,1, tu sais, c'est pareil, encore une fois, tu dis putain, c'est pareil, mais en fait, non, c'est pas du tout pareil, quoi. Ouais, complètement. Et alors, notre mantra sur celui-là, c'est quoi? Tu traites un cas rare comme si c'était sûr. Alors ça marche pas forcément pour la sous-évaluation des hautes probabilités, hein, mais c'est souvent sur les petites probabilités et c'est souvent là qu'on est atteint par ça, parce que finalement les hauts pourcentages, ça arrive souvent. Non mais oui. Mais bon, ouais. Tu traites un cas rare comme si c'était sûr. Ça, c'est assez intéressant de pouvoir ressortir ça au bon moment pour pouvoir vraiment se pencher et réfléchir plus efficacement en tout cas aux données qui nous sont présentées, quoi. Complètement. Le biais suivant, celui-là aussi on l'entend souvent, hein. C'est le biais d'autorité. Hein. Et vous savez comme on aime lutter contre celui-là. Hein. C'est la phrase type, c'est ah bah c'est marqué dans les BPF, hein, alors il faut le faire. Hein. Ou alors ah bah c'est pas toi qui as ton diplôme qui est en jeu. Hein. Ou encore une fois, ah on a une remarque d'inspection il y a 10 ans là-dessus, donc forcément c'est comme ça. Hein. Tu vois? Mais et ça, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on challenge pas suffisamment. En inspection, tu vois. Ouais. Ouais, ça c'est vrai, hein. Le biais d'autorité en inspection, oh là là, qu'est-ce qui te freine dans ton challenge? Faut y aller hein, pour aller challenger un inspecteur, mais en fait, et il a ce biais d'autorité, c'est lui qui a entre ses mains le résultat de ton inspection et ça peut avoir des conséquences et du coup t'oses pas. Alors qu'en vrai, tu pourrais devoir discuter avec lui, expliquer et challenger et dire non, je suis pas d'accord pour telle raison et enclencher une discussion quoi. Plutôt que de prendre pour argent comptant la remarque, parce que ça se trouve en fait en expliquant un peu plus, ah oui, bah effectivement, oui, c'est bon. Complètement. Donc oui, pour expliquer un peu plus le biais d'autorité, c'est qu'on accorde plus de valeur à quelqu'un qui est présenté comme un expert, quoi, ou comme légitime par défaut. Alors que finalement, tu peux, ces gens-là peuvent aussi dire des conneries comme tout le monde, quoi. Exactement. C'est ça. C'est vrai. Et donc là, c'est le directeur mantras, qualité qui a dit ça, il faut qu'on fasse ça, quoi. C'est ça. Oui, à un moment, des fois. D'être aussi challengé. Et c'est, j'aime bien dans les différents mantras, j'aime bien le mantra qu'on a par rapport à ah bah c'est écrit dans les BPF alors faut faire comme ça. Je l'adore notre mantra face à celui-là, c'est les BPF ne pensent pas à ta place. À un moment donné, il faut aussi dire les choses. Hein. On est en qualité, on est dans l'industrie pharmaceutique, on est aussi payé pour réfléchir et pour essayer de comprendre le sens des BPF et pour pouvoir mettre en place quelque chose de pertinent au regard des BPF, mais aussi au regard du fonctionnement, quoi. On n'est pas là juste pour mettre des barrières. C'est d'ailleurs un truc aussi qui doit souvent être en place quand il y a un peu les capas de bureau, tu sais, où tu décides, bah on va faire ça, et puis bah finalement les opérateurs ils se trouvent à faire des trucs un peu débiles, mais ils osent pas trop remettre ça en question parce que, en tout cas demander pourquoi, parce que c'est pas, même si pour eux ça leur fait pas du tout pratique, ça leur fait perdre du temps, ça marche pas très bien, mais finalement bah ils acceptent de le faire alors que il y aurait des solutions beaucoup plus élégantes qu'on aurait pu mettre en place, mais vu que ça a été décidé comme ça, bah voilà. Exactement. Un bon biais celui-là. Alors ensuite, on a le biais de facilité cognitive. Ça,
Comment? Ouais. Non, vas-y. C'est en fait ça c'est alors je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un biais, mais c'est quelque chose qui a tendance qui est sous-tendu de tous ces biais, c'est que le cerveau fait le choix le plus facile, pas forcément le meilleur. C'est pour économiser et d'autant plus si t'es dans une décision à prendre sous stress quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, on va éviter de trop prendre de charges cognitives à réfléchir et c'est automatique en fait. C'est automatique. Donc des fois l'intuition est pas forcément bonne. Il faut savoir prendre le recul et challenger ce qui sort de notre cerveau en première intention quoi. Ça c'est, enfin, en vrai, c'est quand même pas mal la cause évidente. Enfin, les trucs comme ça, tu vois, c'est bah oui, bah c'est ça qui a dû se passer quoi. Moi j'aime bien l'exemple, le petit exercice là-dessus avec la balle de baseball et la batte de baseball. Toi t'as eu du mal à comprendre et tout le monde a du mal à comprendre à chaque fois quoi. Bah, en fait, c'est pas que t'as du mal à comprendre, c'est pour celui-là, c'est sûr que la réponse évidente, elle vient, enfin, c'est quasiment, enfin, je sais pas, je suis pas un mathématicien dans l'âme, donc effectivement. En fait, t'as du mal à comprendre tant que t'as pas posé les chiffres écrits sur un papier qui montre que. Mais du coup, c'est assez marrant de voir ça. Alors, on va le donner là, hein, et puis après vous réfléchirez au truc. Hein, mais en gros, ce petit exercice, c'est si je vous dis que j'ai acheté une batte de baseball et une batte de baseball, l'ensemble m'a coûté 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Voilà. Et la réponse n'est pas 10 centimes. Voilà. Exactement. Et pourtant, vous avez quasiment tous dit 10 centimes dans votre tête. Est-ce que c'est la réponse facile? Ça, après, c'est un cas hors, et donc, hors voilà. truc, mais ouais, tu vois, ça arrive souvent, par exemple, quand sur les presses à comprimer ou sur des trucs comme ça, direct, tu vois un truc, tu dis, ah, mais ça, c'est sûr, c'est ça. Enfin, toi, ça paraît, oui, non, bah, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, quoi. Mais en fait, ça arrive. Moi, dès qu'on me dit, ah, bah, il y a une cause évidente, seulement on n'a pas besoin de chercher plus, bah. Ouais. Ça tu choisis le facile, pas le plus fiable. Ouais. Ça, c'est notre mantra. Mais c'est vrai, hein, la cause évidente, enfin, je veux dire, il n'y a pas de cause évidente en vrai dans les déviations, quoi. Ouais, parce qu'il y a toujours d'autres choses qui ont mal fonctionné ou qui ont été mal designées dans l'environnement, qui ont fait que cette cause évidente, en fait, cette cause évidente, c'est à la limite, c'est une des causes de surface, quoi, tu vois, c'est un truc. Ouais. Et parfois, c'est pas du tout ça en plus. Exactement. Et donc, notre dernier biais qu'on a retenu, il y en a d'autres, hein, là, on en aura cité combien, là? On est sur 7. Ça va être le 7e biais. Ouais, enfin, ça va être notre 7e. On en a identifié une petite quinzaine, mais on a préféré retenir ces 7-là, principalement, parce que c'est ceux qu'on voit le plus souvent dans les décisions qualité, on va dire. C'est le biais de surcontrôle ou l'illusion de contrôle. Et alors là, celui-là, je pense... Comment? Non, je disais... tu voudrais en dire un autre? Un petit dernier après, ouais, pourquoi pas. Ok. Mais l'illusion de contrôle, là, ça franchement, qualiticien, entendez-le bien, c'est un biais qu'on a beaucoup quand on travaille en qualité. C'est mais typiquement hein, c'est bah tiens j'ai eu une erreur, je rajoute un contrôle en plus sur la ligne et comme ça je suis sûr qu'il y aura pas d'erreur. C'est pas forcément la bonne manière de faire et en fait c'est le fait d'avoir l'impression de contrôler la situation en mettant ces contrôles en plus quoi. Ouais, t'as l'impression que ce petit truc insignifiant, ce petit truc, ça te donnait de la confiance, quoi. Enfin, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, ça te donne de la confiance, alors qu'en fait, c'est un peu hors du sujet, c'est un peu les porte-bonheur, les trucs comme ça, quoi. Ouais, t'as mis tes chaussettes porte-bonheur, tu vas gagner, quoi. Touche du bois, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, il a pas plus, c'est bon. Complètement. Et ces contrôles que tu rajoutes te rassurent, mais ça ne fiabilise pas du exactement tout ça, la situation, quoi.
C'est toi, tu penses que c'est efficace alors que finalement, tu es toujours pareil, quoi. Exactement. Mais tiens, alors je vais mettre les pieds dans le plat, hein. Hot takes. Mais moi, c'est un truc là-dessus, c'est tout ce qu'on fait sur toutes les formations, les accompagnements, les machins, les trucs que tu vois sur la partie data integrity. Où tu te dis grâce à ça, on va avoir plus confiance dans nos données. Bah pour moi, tu peux mettre toutes les formations que tu veux, tu peux mettre tous les trucs que tu veux. Tant que t'as pas une donnée qui est enregistrée automatiquement sans l'intervention d'une personne, une donnée qui est renseignée dans un document, je tire le truc vraiment loin, je caricature, n'atteste que le fait qu'il y a une personne qui a écrit dans un document. Ça t'atteste rien du tout de plus. Oui, après... Je le caricature, hein, mais c'est... Ouais, non, mais voilà, mais... Non, mais on en est là, hein, le dossier de l'eau, finalement. Regarde, un contrôle coché conforme dans un dossier de l'eau, c'est de l'illusion de contrôle. T'as l'impression que c'est bon, mais ça se trouve, c'est pas bon. Ouais. Après, ça présuppose un tas de trucs, quoi. Hein, bon. Après, le fait que le mec il est coché, en plus, ça lui a nécessité de la charge mentale sur de la traçabilité, alors que au lieu d'être sur faire bien son contrôle. Ouais, non, mais sur les cases à cocher, ça c'est le pire, ouais. Et je me demande, tiens, ça c'est un truc qui me vient là en tête maintenant. On est en train de dépasser, tu vas pas avoir le temps de parler de ton dernier biais. Voilà. Mais je me demande d'ailleurs, dans la tête des opérateurs, ça serait intéressant de faire une étude là-dessus. Quand ils font un contrôle, est-ce qu'ils sont plus concentrés sur faut pas que j'oublie ma traçabilité ou faut que je fasse bien mon contrôle? Je pense pas que ça soit c'est kiff à mon avis, mais parce qu'on vient souvent leur taper. À mon avis, oui, ça dépend vachement des personnes, mais on vient facilement leur taper dessus parce qu'ils ont pas bien coché. Tu vois, c'est un truc qui doivent revenir assez régulièrement, quoi. Ça dépend s'il y a eu une reformation opérateur ou un truc comme ça juste avant. Ouais, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de la complexité du contrôle, ça dépend de l'état du rush. Tu sais, si la situation est compliquée aujourd'hui ou pas. Enfin bon, plein de trucs comme ça, quoi. Bon, du coup là, ça fait 30 minutes qu'on discute de tout ça. Est-ce que je passe le dernier? Bon. Ouais, vas-y. En parler rapidement. Cite-le et puis envoie les gens se renseigner dessus si tu veux, mais on peut en parler rapidement. On peut prendre 2 minutes je voulais parler quand même du biais narratif qui finalement reste un biais qui est très important en tout cas dans les déviations, qui est un peu complémentaire de tous les autres. C'est qu'avec c'est surtout quand tu dois prendre une décision justement, hein, c'est qu'avec le peu d'explications, en tout cas de données que t'as, tu vas faire une histoire cohérente pour rassembler toutes ces données qui ont peut-être parfois rien à voir ou qui ont pas forcément de lien entre elles, et toi tu vas faire une histoire qui va être qui va te sembler logique mais qui va pas du tout être vraie, quoi. Et ça, sur les premières parties d'investigation, c'est un vrai truc, quoi. Peut-être tu fais il s'est passé ça, puis ça, ah bah oui, ça doit être ça qui a fait ça et puis ça, quoi. Et finalement c'est pas du tout vrai, quoi. Ça arrive souvent quand tu relis un QQCCP ou des trucs comme ça, un QQCCP incomplet ou un truc comme ça. Il faut essayer vraiment oui, non mais là on n'a pas assez de données pour se prononcer, pour faire quoi que ce soit, il faut que ça reparte, quoi. Plutôt que d'essayer d'extrapoler avec le peu de trucs pour essayer d'éviter l'effort de faire revenir le truc, quoi. Ouais, ça c'est vrai, on le voit souvent ça, hein, clairement. Donc bon, en tout cas des biais cognitifs, il y en a des centaines. Il y en a des centaines. Ouais. Il y a des très bons livres. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Ouais, il y a des super bouquins qui expliquent ça très 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 bien, beaucoup mieux que nous probablement. Notamment le plus connu, ça va être Système 1, Système 2, qui est vraiment... il a d'autres noms, je crois, hein, mais... Système 1 de Daniel Kahneman, qui est un peu le... il me semble, en anglais, c'est Thinking Fast and Slow. Les gens le connaissent peut-être comme ça. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Il est vraiment passionnant, ce bouquin. Ouais. Hein. Lisez-le. Daniel Kahneman. Et après, moi, j'en avais un que j'avais découvert ça quand j'étais gamin. Ma mère, elle m'avait acheté ça. Elle m'avait acheté ce bouquin, je ne sais plus pourquoi.
et c'était le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est pas foutu pareil, mais en gros ça c'est un peu ça, c'est pas que ça dénonce, mais ça montre un peu les stratégies marketing utilisées pour te faire entrer dans les boutiques, pour te faire acheter ça plutôt que ça, pour te faire c'est ce que les gens utilisent pour un peu te forcer la main sur différents sujets. Donc c'est vraiment c'est un bouquin assez intéressant, qui est pas très long à lire, hein, mais qui est vraiment pas mal. Bah, il y a un autre, un dernier bouquin aussi dans ce sens-là qui est assez intéressant, qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui explique bien aussi les biais cognitifs et comment ça influence notre façon de penser et notre façon de prendre des décisions, quoi. Très intéressant aussi. Donc voilà, on vous laisse avec ça là. Et puis bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Exactement. Ça va être trop top. Allez, merci à tous en Allez, tout cas de nous suivre. À la semaine prochaine, merci.